demande de revenir sur la scène, Bertrand Ringot, et je vous demande d'accueillir également Peter Roos. Je ne sais pas où est le monsieur. Vous êtes là, monsieur Roos. Vous montez également. Vous êtes le maire de Furnes, dont on a parlé tout à l'heure, tout près de Dunkerque. Installez-vous. Ça ne vous rajeunit pas. Et enfin, Berne Parette. Monsieur Parette, voilà, vous êtes coordinateur de l'action territoriale pour la province de Flandre occidentale. Et pas élu, vous avez raison, vous êtes coordinateur. Mais votre point de vue sera néanmoins intéressant. Monsieur Ringot, on entendait là les scénarios qui se dessinaient, notamment ce que décrivait Frédéric Barbet. Comment vivez-vous ces évolutions climatiques justement sur votre territoire? Chez vous, l'eau elle arrive de plus en plus vite et dans des quantités de plus importantes. Voilà, comment le vivez-vous et c'est vraiment la raison de votre présence dans ce programme SARC? Ah, je pense que peut-être il faut l'allumer si c'est un des micros qui était encore sur... Je vis surtout dans mes différentes fonctions. Donc, président de l'institution des Watrines, nous avons battu un record sur les mois de janvier-février, où nous avons eu une facture d'électricité pour l'évacuation de l'eau à la mer de près d'1 million d'euros. C'est jamais arrivé. Bon, à cela, il y a des volumes importants, pluviométrie importante, mais aussi hausse du coût des énergies très important. Donc, je constate un peu le défi qui est devant nous, et donc le défi que j'ai au quotidien à faire comprendre à mes collègues, présidents de PCI, que la taxe GEMAPI, la redevance GEMAPI prévue par l'État, il faut se préparer à la mettre au plafond. Et forcément, ça nécessite pas mal d'explications, parce que comme l'a conclu Frédéric Barbet, à un moment donné, tout ça, il faut bien payer. Voilà, soit on paye aujourd'hui, soit ça coûtera beaucoup plus cher demain. Donc je suis conscient des enjeux sur Gravelines directement. Pour revenir sur ma commune, on n'a pas un risque majeur de submersion marine. On avait une fragilité sur les Perrets, et la communauté urbaine, dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations, est en train d'investir quand même près de 10 millions d'euros pour conforter les Perrets du chenal de la... Notre risque à Gravelines, nous, c'était un débordement du chenal, l'effet bassine du chenal. Donc ça, on est en train de le traiter actuellement. On n'a pas de risque de submersion. On a une érosion importante, ce qui a fait qu'on a été dans le projet SARC pour conforter le problème de la dune. Mais notre enjeu, surtout, c'est, comme l'a dit Frédéric Barbet, c'est l'évacuation des eaux à la mer et de lutter contre les inondations avec des pluviométries, on le sait, et on l'a constaté en Flandre, plus importantes. Ça veut dire, monsieur le maire, que vous êtes moins inquiet sur les solutions à mettre en œuvre que sur les moyens financiers, presque, qu'elles supposent? Oui, parce qu'avec l'accélération, et nos amis belges ont bien aussi démontré, ça dépend du scénario, parce qu'on a vu les écarts types sont quand même assez conséquents, donc suivant les écarts, il va falloir mobiliser des moyens. L'État a pris une décision quand même assez importante lorsqu'ils ont voté la GEMAPI, donc il faut notre territoire est en train de s'organiser. Il y a peu de temps, il y avait une multitude d'acteurs qui intervenaient. On est en train d'essayer, on en parlait un instant avec le secrétaire général, de rationaliser tout ça. Donc les institutions des Watrines, par exemple, ne s'occupaient pas, par exemple, du plan d'action de prévention des inondations. C'était le PMCO qui s'en occupait. On ne s'occupait pas du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'était le PMCO qui s'en occupait. On a regroupé tout ça au sein de l'institution des Watrines. Mais bon, il faut l'absorber. Et vous avez vu aussi qu'il y a les canaux maintenant. Et on est en train les canaux ont aussi un rôle dans le domaine de la lutte contre les inondations. Donc il faut s'occuper aussi des canaux. VNF s'occupe que des grands canaux et VNF fait du business, si je puis dire. Donc la problématique d'entretien des canaux, c'est aussi les collectivités qui vont devoir s'en occuper. Donc tout ça, il y a l'enjeu financier. Ça, c'est quand même, moi, ce qui me, entre guillemets, si je puis dire, qui me stresse le plus, si je puis dire. Il y a des outils qui existent au niveau du PAPI, et donc tous les 5 ou 6 ans, on va renégocier le PAPI du Delta, là, par exemple, on arrive au terme. On est en train de travailler pour préparer le suivant. Inutile de vous dire que le suivant, dans ses volumes financiers, va être beaucoup plus conséquent que celui actuel, même s'il est déjà de près de 30 millions d'euros, quand même, d'investissement financé par l'État, ces dispositifs variés, je ne vais pas être trop technique, mais je pense qu'à un moment donné, on est obligé de l'être, dans le dispositif État-Europe. Donc il y a 80% des dépenses pour se protéger qui sont prises
en compte dans le papy, mais il reste quand même 20%, et donc les 20%, ce sont les 6 intercommunalités qui composent l'institution des Watrin qui vont devoir alimenter financièrement, et donc, je l'ai dit à mes collègues, je l'ai déjà dit pour l'augmentation du prix de l'électricité, mettre la taxe déjà au plafond, mais je le sais, d'ailleurs on a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui va sortir, ça ne suffira pas. Même en mettant au taquet le niveau de la taxe au maximum, ça ne suffira pas compte tenu des dépenses que nous aurons à faire si on veut se prémunir du risque d'inondation et de façon moindre de submersion marine. On reviendra sur ces questions de financement tout au long de la journée, n'en doutez pas. Dans un premier temps, on se recentre un petit peu sur les SFN. Donnez-nous des exemples de solutions fondées sur la nature, mises en œuvre, alors voilà, sur votre territoire, soit Gravelines, soit un peu plus largement celui des Watrin. Et puis, quels bénéfices le territoire en retire-t-il? Ce qu'on a fait sur Petit Fort, Vincent en parlera mieux que moi, mais bon, c'est assez conséquent. Je regarde mes élus qui fréquentent assidûment la plage. On a vu l'effet des ganivelles. Hein. On a quand même, en investissant 150 000 euros, on a reconstitué une bonne partie du cordon dunaire. Hein. La dune, elle était en train de s'estomper. Progressivement, elle est en train de se réensabler. Donc, on a vu que ce dispositif, il était tout à fait pertinent et conséquent. Donc après, il y a sûrement d'autres exemples. Sur Gravelines, c'est celui qui me vient à l'esprit que nous avons mis en œuvre. En tout cas, j'estime que par rapport à l'investissement, qui plus est cofinancé par des crédits européens, le rendu il est plus que pertinent. Et pourtant, on y reviendra aussi tout au long de notre journée, ce sera un peu un fil rouge, la France n'est pas très en avance en matière de solutions fondées sur la nature. Vous parliez des problèmes de financement. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous pensez? Disons qu'il y a eu un événement, sans parler à la place de l'État, il y a eu un événement qui s'appelle Cynthia, qui a été quand même un détonateur, hein, si je puis dire, sur le plan national. Et de Cynthia est née la GEMAPI parce que les compagnies d'assurance ont dit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'on paye. Parce qu'à un moment donné, le problème, c'est la préservation des biens. À un moment donné aussi, il y a les personnes, mais il y a aussi les biens. Et à un moment donné, c'est qui paye. Donc, c'est les assurances. Donc, les assurances ont dit, on paye Cynthia, mais maintenant, c'est terminé. Et donc, de cela est née la GEMAPI, la répartition des prérogatives. Donc, grosso modo, disons-le, c'est quand même les intercommunalités qui, maintenant, sont à la manœuvre, bien sûr avec l'instruction des services de l'État. Mais justement, il n'y a pas un peu de complexité juridico-administrative derrière tout ça, de votre point de vue? C'est la France. Donc, ça, c'est c'est un peu une constante. Mais bon, on est assez habitué à travailler dans la complexité. Mon voisin belge me disait que qu'en Belgique, c'était pareil. Donc, les prérogatives de l'un, et l'exécution de l'autre, donc voilà, c'est cet équilibre que nous devons en permanence trouver, démontrer. C'est vrai que parfois la loi n'évolue pas aussi vite que ce qu'il y a lieu de faire. Je prends un exemple d'un autre sujet sur la réutilisation des eaux usées. Parce que voilà, comme il y a moins d'eau, comme on a beaucoup de besoins en eau, tout est lié. Hein, donc je suis à un moment donné obligé d'aller ouvrir d'autres tiroirs. Comme on a besoin de ressources en eau importantes pour développer Dunkerque et les entreprises etc., qui vont s'installer, il faut que la ressource en eau, la ressource industrielle, c'est le prélèvement en eau de surface. C'est pas inépuisable. Donc à un moment donné, on réfléchit sur l'utilisation des eaux en sortie de stations d'épuration. Il n'y a pas encore beaucoup de territoires en France qui le font. C'est soumis à l'accord du service de l'État, etc. Bon, c'est bien, mais il va falloir qu'on accélère. Le petit doigt me dit que le président va en parler peut-être aujourd'hui dans le cadre du plan eau. Oui, j'ai vu que la ministre aussi s'était exprimée. Bon, on sort aussi d'un forum mondial de l'eau, donc à l'ONU, qui s'est passé la semaine dernière. Bon, là, quand même, on a tiré la sonnette d'alarme au niveau mondial. Hein, Tout ça pour dire qu'il faut faire que cette réglementation va évoluer, doit oui, il va falloir. Je pense que tout à chacun l'aura compris. Bon, il faut que chacun intègre les enjeux qui sont devant nous, les risques aussi qui sont devant nous, parce que l'accès à l'eau potable, c'est quand même essentiel. Donc, et en plus qu'on puisse mettre en œuvre un maximum de solutions. Il y a des solutions hein, sur les territoires. Je vous parlais pour l'eau, la réutilisation des eaux usées, c'est aussi du bon sens. L'économie circulaire dans le domaine de l'eau, chez nous, la GUR, l'agence urbaniste, a mis en place la carte de l'eau, donc parce que l'eau de l'un peut servir à l'autre, plutôt que de retourner au milieu naturel. Parfois, avec un léger traitement, elle peut être utilisée par un autre industriel. Il y a eu des réflexions de ce type aussi qui existent.
Il va falloir qu'on soit plus astucieux, plus ingénieux. Bon, on a la chance aussi d'avoir quand même en France des grandes entreprises voilà, qui sont leaders, hein, pour certaines d'entre elles au niveau mondial. Donc la technologie de l'eau, quand même, on la maîtrise. Donc on a quand même des atouts, mais il faut accélérer. C'est le message que je voudrais faire passer. Et avant de donner la parole à nos amis flamands, est-ce que justement ce type de programme Interreg permet d'aller regarder un peu ce qui se fait chez les voisins, de s'inspirer de bonnes pratiques, évidemment d'engager aussi des coopérations? Est-ce que c'est une des raisons aussi de vos motivations dans ce programme? Tout à fait, c'est ce que j'ai exprimé en introduction tout à l'heure. Hein, donc, fréquentant assez souvent votre région, hein, monsieur le chef de cabinet, donc je vois ce qui est fait. Et bon, c'est vrai que quand j'ai vu cet ouvrage se monter à Newport, ça interpelle, parce qu'on a une similitude un peu entre Gravelines, Francfort et puis le Newport. Il y a les jetés, il y a une similitude quelque part, et donc je suis très attentif de ce que vous faites chez vous, pas seulement pour la protection, mais aussi sur le développement touristique. je vais être honnête, parce que vous avez de l'avance, notamment dans le domaine de la plaisance, mais oui, je crois énormément à la coopération franco-flamande. On a beaucoup de choses à faire, on en parlait encore récemment. On a fait beaucoup de choses, je pense qu'on doit encore faire beaucoup plus, et nous les Français, on doit se mettre aussi à apprendre le flamand. Je crois que on a un vrai sujet aussi de... Ouais, on a un vrai sujet linguistique sur ce sujet. Voilà. Peter Loos, vous êtes donc maire de Furnes, on est tout près de Dunkerque, hein, à travers votre commune. D'abord, question toute simple, de quoi on parle quand on parle du trait de côte chez vous? Est-ce qu'on en a la même définition selon vous en Belgique et en France? Je pense que oui, mais la ville de Furnes n'est pas à la côte, donc on est 5-6 km près de la côte. Mais est-ce que vous considérez justement que vous faites partie de cette zone littorale, évidemment, qui est à protéger? Parce qu'on a les mêmes conséquences, et c'est important de voir que la vision globale sur la côte est en concordance avec la vision du pôle vert pour évacuer l'eau fluviale à la mer. Alors quels sont justement les enjeux du changement climatique et de ces risques de montée marine chez vous? Les risques sont les mêmes choses que fait dans l'étude de Papy, notamment que le fenêtre pour évacuer l'eau de mer diminue. Et ça veut dire qu'on doit chercher des alternatives. On a fait cette alternative avec le projet Magito. C'est un projet transfrontalier avec l'aide de l'Europe, où on fait un pompage d'urgence dans le bassin hydrologique de Mouer. Là, c'est possible quand les taux dans les canaux sont plus élevés, qu'on peut évacuer l'eau pluviale à Dunkerque et pas à Newport. Et ça nous a aidé en février de cet hiver-ci d'évacuer beaucoup plus de l'eau de tout le bassin hydrologique de l'Emouer, et donc d'éviter des inondations dans le bassin hydrologique de l'Emouer. Quand on est maire d'une commune comme la vôtre, comment s'organise la protection justement de votre commune ou du littoral tout proche face aux risques d'inondation? Quels sont les acteurs publics qui sont concernés? Et du coup, évidemment, je poserai la question également à Bernd Parrett, quel est le rôle de la province? Parce qu'on sait que là, il y a différents échelons qui se coordonnent étroitement. Avec qui travaillez-vous concrètement sur ces sujets? Sur ces sujets, on travaille avec tous les partenaires de l'eau, et c'est comme en France, en Belgique ou en Flandre, il y a aussi beaucoup de gestionnaires de l'eau, mais les plus importants sont les pôles d'air, la province, et aussi l'administration flamande. Et c'est très important de collaborer ensemble parce que c'est mieux d'avoir une vision intégrale. Et avec cette vision intégrale, on peut mieux attaquer les besoins. C'est important parce que si on veut avoir une vision intégrale, on doit aussi travailler ensemble avec les groupes d'intérêt, avec les agriculteurs, avec le tourisme. Les différents usagers. Tout à fait. Et eux doivent être aussi mis sur la table pour avoir cette vision intégrale. Ça, c'est important. Et bien, justement, pouvez-vous nous préciser le rôle de la province? Parce que c'est ce qui est frappant chez vous. C'est vraiment une coordination étroite, commune,
province, État. Oui, tout à fait. Donc, moi, je travaille pour la province occidentale, l'action territoriale, et on est dans 5 territoires. Donc, j'ai des collègues, Maxime, ma collègue qui travaille sur le littoral est aussi ici. Donc, on a des collègues partout et on travaille surtout avec nos communes qui sont un peu plus grandes que chez vous. Et donc, on est bien lié entre l'État, la région flamande et les communes pour essayer de coordonner tous les projets, les dossiers intégrés, parfois très complexes et avec beaucoup de partenaires. Et donc ça, c'est un peu le rôle que la province joue aujourd'hui. Je donne l'exemple d'un projet qui est quand même très stratégique, un projet phare chez nous, c'est un travail avec plus de 25 partenaires, des gestionnaires, des groupes cibles, donc beaucoup de communes, et c'est dans les vallées de l'Isère et de Hansang. Donc c'est tout au long de la frontière française jusqu'à la côte, une vallée comme j'ai vu le delta de là, qui est très important, donc c'est l'autre delta dans notre territoire très important, où tout l'eau de la France, de la Flandre intérieure, Flandre maritime, viennent chez nous. Et donc on essaie de coordonner plusieurs actions. Des solutions fondées sur la nature, justement? Aussi des solutions fondées sur la nature. Quand même, dans le pôle d'air, on a moins de possibilités de plus stocker de l'eau. Le paradoxe que Frédéric a dit est très important. On doit évacuer l'eau le plus vite possible avec des inondations, et quand même on doit essayer aussi de stocker plus de l'eau. Bon, c'est plus facile plus haut, donc en passant de l'Isère, c'est parfois chez vous, mais on essaie avec des institutions comme le Vatrenk, chez nous c'est le pôle de Bestuur. Je salue Sam qui est ici aussi. On travaille ensemble avec les institutions comme ça pour trouver des moyens aussi un peu innovants parfois pour stocker plus de l'eau. Et ça va être avec des solutions fondées sur la nature, mais ensemble avec des solutions plus artificielles. On a toujours besoin des pompes et tout ça. L'un comme l'autre, on est là aussi ici aujourd'hui pour lever les difficultés, les blocages, en tous les cas les identifier et essayer de les résoudre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour mettre en œuvre ce type de solutions, en parlant plutôt en priorité des solutions fondées sur la nature? On parlait tout à l'heure chez nous de difficultés financières, de difficultés juridico-administratives. Est-ce que les questions se posent de la même manière en Belgique, ou est-ce que les choses sont un peu plus simples pour vous deux? Je pense que ce sont un peu les mêmes difficultés. Il n'y a pas seulement le financement, mais aussi tous les permis de construction parfois qu'on a nécessaires. C'est devenu difficile, et quand on veut faire certainement chercher des solutions fondées sur la nature, on a besoin de terre. Le problème foncier. Oui, donc on doit travailler ensemble, on doit trouver parfois les win-win avec certainement les agriculteurs. C'est parfois plus facile avec d'autres administrations ou de la région ou des communes, mais bon, on a besoin beaucoup de terre pour trouver des solutions, pour avoir plus de place pour l'eau, certainement dans les pôles d'air où c'est plus difficile, comme j'ai dit. Et donc, travailler ensemble avec les agriculteurs, chercher aussi avec eux des solutions où ils peuvent utiliser de l'eau aussi dans l'été, par exemple. En province, on a installé une méthode de subvention pour créer des petits bassins d'attente juste à côté les becs, et ensemble avec les agriculteurs où ils peuvent stocker, mais aussi utiliser. Bon, de nouveau, les difficultés sont trouver les solutions, les permis de construction, et maintenant, après quelques années, plus de moyens aussi. Donc. Monsieur le maire, vous partagez ce constat sur les difficultés, ou à votre échelle c'est un peu différent? Non, c'est un peu la même chose, je pense. Il y a aussi une situation où la problématique de l'argent aussi, parce que
on demande plus de flexibilité auprès des gestionnaires de l'eau. Ça veut dire que leurs installations, par exemple tous ces pompages, parfois ils sont tous individuels, ils sont gérés individuellement. Mais ça demande dans le futur une gestion collective. Parce qu'un pompe qui travaille à un bassin peut avoir des conséquences dans un autre bassin. Donc ça veut dire qu'on doit avoir plus un niveau élevé pour tout gestionner, tous les systèmes d'eau, de les gestionner, de les traiter et d'éviter notamment des inondations. Donc ça demande quand même une nouvelle technologie, de nouveaux systèmes qu'on a besoin pour le futur et pour tout gérer, tout le système d'eau. Et un peu comme le maire de Gravelines, est-ce que vous diriez qu'à travers notamment ce programme, vous pouvez trouver des exemples, des sources d'inspiration à travers ce que font vos voisins français, mais également des Pays-Bas, voire d'Angleterre? Tout à fait. Je pense que chaque exemple de l'étranger peut être transformé pour une situation locale. Vous avez des exemples éventuellement ou des choses qui vous viennent qui... Par exemple, j'entends maintenant Bertrand dire qu'on a besoin de l'eau potable et on doit traiter et produire de l'eau usée. À Aquadeuil, dans notre collectivité de 5 communes, il y a déjà 15 ans qu'on a un système de purification de l'eau usée pour l'eau potable. Donc 80% de toute l'eau potable de notre région vient de l'eau usée, parce qu'on n'a pas d'autres ressources. Donc ça, ce sont des exemples de technologies qu'on peut utiliser pour transformer dans d'autres régions, notamment par exemple dans le nord de la France. Monsieur Parret, j'avais souligné tout à l'heure l'usage du mot coopération par Monsieur Surdiacourt. Quelle coopération menez-vous avec la France et les communes? Plein de coopérations, mais je pense que c'est le plus intéressant sont maintenant sur le thème d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, l'Isère, les sources de l'Isère, c'est chez vous, donc ça c'est une des raisons qu'on doit travailler ensemble. On est obligé, je pense. On est des voisins et donc on a plein de coopérations avec plusieurs institutions françaises. Comme on a déjà dit, on travaille déjà plus de 30 ans ensemble avec le département du Nord et avec plusieurs institutions comme le CA du Nord, les agences d'urbanisme, les interco qui sont très importants. Mais je donne l'exemple aussi de Lausanne qui pour le bassin de l'Isère est très important. Et là, je peux dire aussi, on a visité des travaux faits par Lausanne à Esquelbec dans le bassin de l'Isère, qui était bien intéressant pour nous aussi de regarder comme c'était des solutions basées sur la nature très importantes. Donc là, on voit les ressemblances aussi. Mais je peux montrer aussi, aujourd'hui, on est entré dans un nouvel programme Interreg 6 déjà, où on a déposé en février plusieurs projets qui sont axés sur tout ce qui est des projets face au changement climatique, améliorer la biodiversité, travailler sur le paysage nécessaire aussi. Et donc avec plusieurs partenaires, je donne l'exemple de l'eau de Marois aussi dans le delta de l'Arve. On travaille avec le parc naturel et on rêve de connecter les deux bassins, les deux zones qui sont protégées par l'Europe, mais aussi Ramsar, des zones humides très importantes dans notre territoire, avec l'Isère comme un peu le lien entre les deux. On a le rêve de les connecter et améliorer en même temps avec plusieurs de plantations, plus de stockage de l'eau, pour travailler sur le changement, donc les effets de changement climatique. Monsieur Ringot, presque pour conclure, quels sont aujourd'hui, à ce jour, vos enjeux et vos objectifs pour votre commune et le territoire des Watrins d'une manière plus générale? Oui, sur le bassin, parce que
vous l'avez compris, c'est le sujet, c'est vraiment le bassin du Delta, 450 000 habitants. Donc c'est vrai qu'on attend vraiment avec impatience de se fixer sur les résultats d'études, de prospectives qui vous avez 450 000 habitants, et on rappelle un territoire où il y a énormément d'activités, énormément de choses. Qui est en grand développement. Territoire où on annonce la création de 16 000 emplois dans les 10 ans qui viennent, l'accueil de grandes entreprises, de gigafactories, le développement du Port-Ouest, un creusement du bassin. Enfin, c'est pas la Camargue, quoi. Le paysage va se... Le littoral va se transformer. Celui qui part aujourd'hui, qui revient dans 15 ou 20 ans, il verra la différence quand il va revenir. On a donc tout ça, on a un changement climatique. Donc voilà, donc on a lancé cette étude prospective d'études lourdes sur les wateringues. Et donc moi, de cela, je veux vraiment qu'on sorte des scénarios, comme viennent de nous présenter nos amis flamands, et qu'on rentre dans l'opérationnel. Parce que c'est tellement long de réaliser les opérations. Il y a tellement aussi de surprises dans les problématiques budgétaires. On vient de réaliser ici un ouvrage sur le Schelvliet, l'île du Schelvliet à Graville, pour l'évacuation des eaux intérieures vers la mer et aussi pour stopper les eaux de mer à marée montante. Bon, on annonçait 2 millions et quelques, 2,2 millions d'investissements, on termine à 3 millions. Donc voilà, donc il y a aussi la problématique des surcoûts financiers actuellement dans les travaux. Donc moi j'ai hâte vraiment qu'on ait un plan opérationnel, qu'on puisse développer un papier et puis qu'on ait aussi des cofinancements. Donc à un moment donné, ça ne peut pas être uniquement les intercommunalités du territoire plus l'État et l'Europe qui paye. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi interpeller la région et les départements. Les départements qui avant étaient les financeurs de l'institution des wateringues et maintenant ils se sont désengagés. Et c'est uniquement les collectivités qui financent l'institution des wateringues. Bon, toute l'eau qui arrive, c'est quand même nous qui l'évacuons quand même. Et vous disiez par exemple à travers la taxe GEMAPI, elle sera amenée forcément à s'étendre. Elle va évoluer, mais d'ailleurs, j'étais content parce que le magistrat de la Chambre régionale des comptes qui est passé à l'institution des wateringues et qui a donc regardé tout ça, il arrive à la même conclusion que moi, c'est que ça ne suffira pas par rapport à tout ce qu'il y a à faire. On aura beau mettre la taxe, le maximum c'est 40 €. Mais ça veut dire quoi ce que vous dites? Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, à terme, on est amenés à... Il va falloir une péréquation nationale, parce qu'à un moment donné, le littoral, c'est nous qui évacuons les eaux de l'intérieur, par les effets de bassin. Donc à un moment donné, il faudra qu'il y ait une péréquation nationale qui se mette en œuvre. Bon, parallèlement, il y a un grand nombre de nos concitoyens qui veulent désormais vivre sur le littoral, encore plus qu'avant. Avec tout ce qui s'est passé aussi, phénomène post-Covid, etc. Donc on voit aussi des arrivées massives sur les littoraux français, et avec d'autres problématiques, on sort un peu du sujet, mais tout est lié. Donc des solidarités à... Ben oui, il y a des solidarités territoriales à un moment donné qu'il faudra bien imaginer pour financer tout ça, parce qu'à un moment donné, la pression fiscale, pour celles et ceux qui vivront sur les littoraux, ce sera encore un élément de discriminant pour pouvoir vivre sur le littoral. Le littoral n'est pas réservé qu'à celles et ceux qui en ont les moyens, si je puis dire. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait une pluralité de population sur ces littoraux, il faudra bien imaginer des solutions de péréquation, parce que les financements vont, suivant les scénarios, encore une fois, mais là, sur les propositions qui vont être faites au niveau des wateringues, on imagine même des élargissements de rejets de pompes à la mer, etc. Donc c'est des coûts d'investissement qui sont tout à fait... et d'exploitation ensuite. Et d'exploitation ensuite. Bon, j'espère que le prix de l'électricité... a priori, il est en train de se calmer. Nous allons y contribuer à Graville, parce qu'on est candidat à l'EPR, je fais un peu de publicité au passage. Donc, parce que bon, à un moment donné, et puis il faudra bien aussi avoir cette discussion avec l'Europe sur cette aberration du marché de l'électricité qui est indexé sur le prix du... Là, on sort du sujet. Mais tout est dans tout. Tout est dans tout. Parce que le problème des wateringues, le budget des wateringues, c'est le premier poste, c'est le coût de l'électricité. Donc, à un moment donné, quand on parle de pompe, c'est pas tant la pompe à installer qui coûte, c'est son fonctionnement. Et monsieur le maire, pour conclure, quel est votre premier dossier, le premier dossier qui est sur votre bureau concernant ce sujet de la protection de votre commune? Sur mon bureau, c'est le dossier d'élaborer un plan intégré de gestion de l'eau fluviale et de la sécheresse. C'est avec 5 collectivités, c'est avec Coxy, La Panne, Newport, Alphenheim
et la ville de Fürth. Et avec ce plan, on veut développer une vision à l'échelle du territoire et aussi de rechercher des solutions intégrées au court et long terme pour les problèmes de l'eau de pluie et la sécheresse. Donc, ça doit aligner et mieux gestionner toute l'eau actuelle dans les bassins, mais aussi en versant les collectivités et aussi sur le contexte spatial, souterrain et surface. Donc ce plan doit avoir un cadre clair pour les prochains investissements, la conception et le choix des gestions pour les décennies à venir. Avez-vous des questions à poser à nos deux élus et représentants de la province? Il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle, n'hésitez pas, on est là pour ça. Monsieur. De l'agence d'urbanisme, exactement, qui interviendra tout à l'heure également. Bonjour à tous, désolé, je suis un petit peu malade, donc j'ai la voix qui est pas top. Une question ou une remarque sur la question de la coopération. Donc, on a beaucoup parlé ce matin. On a parlé du projet Magento, coopération pour justement limiter les innovations chez les partenaires flamands. Donc, sur la question des eaux continentales, peut-être que dans le cadre de la coopération, on va nous autoriser dans le futur peut-être aussi à protéger les flamands, en confortant notre aide côte, parce que c'est vrai que c'est assez troublant, je trouve, dans les présentations, le fait que côté français, c'est mon avis personnel, on est toujours un train de retard par rapport aux autres, on l'a entendu. Donc nous, côté français, on est plutôt dans une politique de laisser faire, entre guillemets, de laisser peut-être la mer reconquérir le delta de là, alors que les Flamands sont vraiment dans une politique, on reste là. Donc d'un côté, on a du repli stratégique, et de l'autre côté, on est sur des ambitions qui sont, je rappelle juste, nous, on doit prendre en compte 60 cm d'élévation au niveau de la mer, donc en 2100, côté flamand, ils sont sur une réflexion de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on aille là-dessus, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est-à-dire que selon vous, on avait l'exemple encore de ce que mène l'institution des Watrin d'être une étude prospective, mais pour vous, on n'est pas encore assez près, c'est ça, on n'a pas assez anticipé, scénarisé les choses? Non, on ne les a pas encore assez scénarisés, on ne les a pas assez anticipés. Enfin, c'est vrai que sur l'étude de l'institution intercommunale des Watrin, qui est hyper intéressante, etc., mais on se base sur les données de référence qui sont données par l'État. On n'anticipe pas assez, je trouve, par rapport à ce qui peut nous attendre et préparer le terrain pour le futur, puisque c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. Et c'est vrai qu'à un moment, M. Ringot l'a rappelé, 450 000 habitants, tout un tas d'investissements qui viennent. Moi, quand j'entends encore le fait de dire il faut arrêter de vivre contre la mer, sur le delta là, je suis désolé, on est obligé de vivre contre la mer. Donc, par contre, on peut utiliser des solutions d'adaptation fondées sur la nature pour se protéger. Mais après, reculer, pour moi, personnellement, c'est pas envisageable. Et j'aimerais bien entendre l'État un jour dire voilà, le delta là, on le protège et on ne s'en va pas. Quoi. Merci pour cette intervention. Monsieur au deuxième rang. Attendez, vous allez avoir un micro. Attendez, parlez. Oui, bonjour, je suis Jean-Pierre Labesse, je suis élu de la ville Gravine, principalement en charge de tout ce qui est nautisme. Et moi, il y a une réflexion qui me vient, c'est on va faire une zone technique pour les bateaux, et cette zone technique, on a un endroit où on doit nettoyer les bateaux avec une Karcher, et on récupère les eaux, on les filtre, donc il y a un filtre à grosse maille, un filtre maille, un filtre à charbon, et moi j'ai demandé au bureau d'études pourquoi ne pas mettre un récupérateur d'eau qui permettrait de tourner de façon circulaire. Ce à quoi on m'a répondu, aujourd'hui, on n'a pas encore d'autorisation, d'autant qu'il y a de la brumisation et que la personne qui passe le Karcher devrait avoir des lunettes, devrait avoir un masque, ainsi de suite. Donc moi je pense qu'il y a plein d'opportunités de pouvoir récupérer l'eau. Et le deuxième petit point, je m'interroge un peu parce que, sauf erreur de ma part, suite à une catastrophe en 1955, les Hollandais, depuis les années 60, ont fortement travaillé et sont largement en avance sur nous. Donc pourquoi ne pas aller un petit peu plus haut et puis demander un peu de retour d'expérience des Hollandais qui sont très très avancés sur le sujet.
Merci beaucoup. Je pense que vous voulez peut-être réagir, monsieur Ringot? Oui, moi je partage ce qui a été dit. Nos amis belges ont de l'avance. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, je voudrais quand même mettre en exergue aussi le travail que fait, qui vous sera expliqué cet après-midi, le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, qui s'est saisi quand même du sujet de la submersion marine et de la lutte contre l'érosion. On a même accepté d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour des intercommunalités. Donc on va au-delà. C'est un pôle, etc. On a une fiscalité quand même qui est mesurée, si je puis dire, ce sont les EPCI qui abondent au financement du PMCO. Et pour autant, le PMCO est volontariste. On vient de lancer d'ailleurs toute une série d'études aussi sur le changement climatique. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir un vrai sujet de savoir, je m'excuse de revenir un peu là-dessus, mais sur qui paye. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Peter Rose, Bernd Paranet et monsieur Ringot, on vous remercie, on vous applaudit.